Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Baggio. Bonjour, vous écoutez actuellement Radio Baggio. Je suis Thomas Ducatel, actuellement en classe de première générale 1. Je vais vous présenter le sujet du handball. Je vais dans un premier temps parler de l'histoire du handball et dans un deuxième temps parler de Nicolas Karabatic qui est le meilleur joueur au monde. Donc le handball est issu de la France médiévale. Le jeu moderne prend ses sources au 9e siècle, au Danemark sous le nom de handbold. Dans les années 1900, un Irlandais du nom de Casey introduisit un jeu semblable au handball aux États-Unis. Il provoque un tel engouement qu'une compétition avait même vu le jour en 1919 à Los Angeles. En Tchécoslovaquie, après la fin de la Première Guerre mondiale, prenait naissance le Hazena. Cependant, le handball est considéré comme un sport de conception danoise. Le Danois Holger Nielsen créa les premières règles du handball moderne en 1898. En 1919, le professeur allemand Karl Schellens de l'école normale germanique d'éducation physique de Leipzig propose une adaptation du Torball, une sorte de balle au but. Il créa alors le handball à 11. En général, Schellens est considéré comme le père du handball. Le jeu se pratique d'abord en extérieur, à 11 contre 11, le handball à 11. Il est ainsi introduit aux Jeux de Berlin en 1936. En 1938, 2 championnats du monde sont organisés en Allemagne et remportés par l'Allemagne. Un championnat à 11 et un autre à 7, avec 4 équipes européennes, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark et la Suède. Le handball est très peu pratiqué avant la Seconde Guerre mondiale en France, mais en septembre 1941, on assiste à la mise en place, avec l'aide du régime de Vichy, d'une fédération française autonome. De plus, le handball fait son entrée dans les programmes du sport scolaire. La fédération interdite est dissoute en fin 1944. Au titre de l'ordonnance d'Alger du 2 octobre 1943, statut des groupements sportifs et de jeunesse, journal officiel de la République française, elle ne pourrait renaître après plusieurs enquêtes administratives financières qu'en juillet 1952. La Fédération internationale de handball est quant à elle fondée en 1946. Donc là, à partir de ce moment-là, je vais vous présenter Nicolas Karabatic, qui est actuellement pour moi le meilleur joueur du monde. Il a fait plusieurs compétitions internationales, dont la Ligue des Champions. Il en a fait 3 en tout. En 2003 avec le Montpellier Handball, en 2007 avec Kiel et en 2015 avec le Barcelone. Il a terminé finaliste en 2018, en 2009 et en 2017. Donc en tout, il a gagné 3 Ligues des Champions. Il a fait la Coupe du Monde des clubs en 2013, 2014, 2015. Il est vainqueur de la Super Coupe d'Europe en 2007. Vainqueur du championnat de France en 2002, 2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018 et 2019. Il est vainqueur de la Coupe de France en 2001, 2002, 2003, 2005, 2010, 2012, 2018. Vainqueur de la Coupe de la Ligue française en 2004, 2005, 2010, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019. Ensuite, il est aussi vainqueur du championnat d'Allemagne en 2006, 2007, 2008, 2009. Il est vainqueur du championnat d'Espagne en 2014-2015. Vainqueur de la Coupe du Roi en 2013, 2014, 2014, 2015. Vainqueur de la Coupe Assobal en 2014-2015. Donc, son palmarès en France, il est 5e place aux Jeux Olympiques de 2014 d'Athènes en Grèce. Il est médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. Médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Il est médaille de bronze au championnat du monde de 2005 en Tunisie, 4e place de championnat du monde en 2007 en Allemagne, médaille d'or de championnat du monde en 2009 en Croatie, médaille d'or de championnat du monde en 2011 en Suède. Il est à 6e place du championnat du monde 2013 en Espagne. Il est encore une fois médaille d'or au championnat du monde de 2015 au Qatar. Encore une fois médaille d'or au championnat du monde 2017 en France. Médaille de bronze au championnat du monde 2019 au Danemark et en Allemagne. 6e place au championnat d'Europe en 2004 en Slovénie. Ensuite, il a fait beaucoup de championnats d'Europe. Il est médaille d'or en 2006 en Suisse, médaille de bronze en 2008 en Norvège, encore médaille d'or en Autriche en 2010. Il est encore médaille d'or en 2014 au Danemark, et c'est tout.
Nicolas Karabatic a toujours eu l'ambition de devenir le meilleur handballeur mondial de l'année. Il réalise cet objectif le 6 août 2008, lorsqu'il est officiellement nommé meilleur handballeur de la Fédération française de handball de l'année 2007, pour la première fois de sa carrière. Il devient ainsi le 4e Français à recevoir cet honneur après Jackson Richardson, Stéphane Stolking, Bertrand Gilles et l'année suivante son compatriote et coéquipier Thierry Omeyer, qui est pour moi le meilleur gardien du handball français. Il lui succède au palmarès. Donc Thierry Omeyer lui succède dans l'année 2008. Nicolas Karabatic est à nouveau nommé pour postuler au titre de meilleur joueur du handball de l'année 2019. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Studio Baggio. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Atypical, une série disponible sur Netflix. C'est une série américaine de 2017 qui comporte 3 saisons et une suite en production. Pour faire court, Atypical, c'est la vie de Sam, 18 ans, un adolescent autiste que l'on suit au quotidien. L'autisme, en bref, c'est un trouble du développement qui entraîne une hypersensibilité et des problèmes de communication. Pour donner quelques chiffres, en France, on peut compter une personne sur 150 atteinte d'autisme. C'est donc 80% des enfants qui ne sont pas scolarisés à cause des relations entre élèves ou des difficultés avec les professeurs. Aussi, aux États-Unis, 90% des adultes n'ont pas d'emploi stable ou régulier. On peut donc constater que pour la plupart de ces personnes, l'intégration dans la société actuelle est difficile. Aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent le mot autisme sans réellement savoir ce qu'est ce handicap ou ce qu'il implique. Atypical, c'est la série qui nous montre, à travers cet adolescent, des aspects de la vie d'un autiste que l'on n'aurait pas imaginé autrement. Les relations, les études, les possibles crises ou simplement la vie au quotidien. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur Studio Baggio. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur Studio Baggio. C'est encore vos chroniqueurs Cheikh Ahmed et Ludmila de la première générale du lycée du même nom. Notre sujet concerne cette semaine une réalité qui fait polémique jusqu'au sommet de la fonction suprême de l'État et qui passe inaperçue aux caméras des médias. Il s'agit du jugement des djihadistes français à l'étranger, plus précisément en Irak. Pour évaluer cette tendance, qui est non seulement politique, diplomatique mais aussi juridique, nous avons interrogé un spécialiste de la question. Il s'agit d'un professeur de droit à l'université Lille 2 pour nos fidèles chroniqueurs. Restez branchés et bonne écoute sur Studio Baggio. Ok. Qu'en pensez-vous du jugement des djihadistes français à l'étranger? Qu'est-ce que je pense du jugement des djihadistes français à l'étranger? Ah, ça c'est une bonne question. Je pense qu'il devrait être jugé en France parce que ça concerne ce sont des citoyens français qui ont commis des crimes à l'étranger, mais je pense que puis j'ai plus confiance en la justice en l'état de droit français qu'en l'état de droit syrien. Parce donc, que là j'ai des détails parce que s'ils sont jugés en Irak, par exemple, la sentence, c'est la peine de mort. Oui. Donc, à votre avis, quelle est la peine que vous pouvez, si vous étiez ministre de la Justice, quelle serait... moi, je suis contre la peine de mort. Je suis contre la peine de mort. Malgré les crimes qu'ils ont commis. Malgré les crimes qu'ils ont commis, c'est un retour à la barbarie, pour moi, la peine de mort, et je ne souhaite pas ça à la France, ni aux citoyens français. Parce que ça reste quand même des citoyens français qui, pour moi, ont été des citoyens français dévoyés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cru en les valeurs de la République. Mais voilà. Ok, merci. Je vous en prie. Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Baggio. Cette émission vous sera présentée par Bilal Ben Bagda, élève de la première générale 1 Jane Austen, et parlera des arts martiaux. De nos jours, les arts martiaux sont utilisés pour la plupart du temps en tant que sport ou loisir. Mais à l'origine, les arts martiaux datant d'entre 1500 et 900 avant Jésus-Christ sont régis par de nobles valeurs telles que la solidarité,
la fraternité ou bien la modestie. Les arts martiaux sont pour la plupart du temps généralisés comme des sports de combat asiatiques, sauf qu'un art martial est un style ou une école qui enseigne des techniques de combat à main nue, comme pour les arts martiaux les plus connus, le judo, le karaté ou encore le taekwondo, mais aussi avec armes, comme le kendo, l'aïkido ou bien le shambara. Les arts martiaux ne se limitent pas à l'Asie. Il existe aussi bien des arts martiaux en Occident, comme les arts martiaux français, le Jokkan et le Tenju no Michi. Les arts martiaux visent à développer son artiste martial, qui est le pratiquant de l'art martiaux. Autant extérieurement, pour la force ou la souplesse, comme avec le judo, qui littéralement, une fois traduit sous sa forme de kanji, signifie voie de la souplesse, mais aussi intérieurement, comme avec un développement de la santé ou de l'énergie. Dans certains arts martiaux, les techniques sont même basées sur la source d'énergie de l'homme, appelée le ki, le chi, le dao, le do, le tao, etc. Il en existe plusieurs variétés, vu qu'il y a beaucoup de noms en fonction de chaque art martial différent, mais ils sont tous de la même origine. Les arts martiaux étaient déjà en Occident depuis bien longtemps, mais ils sont devenus célèbres grâce à leur utilisation pendant les guerres, comme les soldats américains qui apprenaient le taekwondo lors de la guerre du Vietnam afin de se défendre au corps à corps, mais aussi grâce à leurs dérivés de sports de combat, comme la boxe, comme la boxe, l'escrime sportive, ou bien la savate. Les arts martiaux ont donc réussi au fil des années à s'ouvrir au monde et ont réussi à créer des artistes martiaux d'exception dans le monde entier, comme pour la France avec son grand judoka Teddy Riner. C'était Bilal Ben Bagda, élève de la première générale 1 Jane Austen, pour Studio Baggio. Bonjour, bienvenue sur Studio Baggio, la radio de l'amusement et de l'info, de la nutrition au parc d'attractions. Vous avez toute l'info sur Studio Baggio. Bonjour, je m'appelle Soufiane, je suis en première générale au lycée Baggio et je vais vous présenter un sketch où j'interpréterai le rôle de Van Gogh et où mon ami ici présent interprétera le rôle de l'animateur. Sur ce, bonne vidéo. Bonjour et bienvenue Monsieur Van Gogh sur mon plateau. Bonjour, mais mes amis m'appellent Vincent. Oh, pourrais-je vous appeler Vincent pour faciliter l'interview? Non. D'accord. Donc, Monsieur Van Gogh, je vais vous poser quelques questions et vous devrez me répondre. Oui, bien sûr. Très bien, commençons. Donc, Monsieur Van Gogh, est-il vrai que vous ne vendiez des tableaux qu'à votre frère? Bah, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas beaucoup de clients et mon frère, il avait pitié de moi, donc j'en ai profité pour en faire mon pigeon, quoi. Très bien. Sinon, une question me taraude l'esprit. Comment vous êtes-vous coupé l'oreille? Bah, avec un ciseau, con... Non, mais comment en êtes-vous arrivé là? Bah, en fait, je suis allé chez le coiffeur, je lui ai demandé un dégradé, puis bah, il m'a dégradé, quoi. Je comprends. Bon, eh bien, merci pour votre visite sur notre plateau. Ah, mais je vous en prie.